de reprendre. Merci d'être avec nous pour cet après-midi, qui sera tout simplement formidable. J'ai déjà dit quelque chose de semblable ce matin en session 2. J'essaie de me renouveler, c'est difficile. En tout cas, sachez que c'est quand même un enjeu fondamental. Ce matin, on a vu le nombre d'espèces en voie de disparition dans les écosystèmes. J'aimerais poser la question, le directeur Learning and Development, le Learning and Development Head, voilà, tout ce que vous voulez comme titre, est-il une espèce en voie de disparition ou au contraire un poste destiné à un grand avenir? C'est ça la question qu'on a devant nous. Et comment construire ce grand avenir si on préfère, et je pense que c'est le cas, plutôt une fonction qui a beaucoup à vivre, beaucoup à créer et beaucoup à faire vivre aux autres, puisque c'est notre vocation. Donc on va avoir deux moments, un moment sur le Next Chief Learning Officer, comment réinventer la fonction L&D face aux nouveaux enjeux des organisations. On fera deux choses, avec un témoignage de Claire Degnaud, qui est Danone Skills PMO and Change Lead de Danone. Je l'ai dit d'un coup, hein. D'un coup. C'est extraordinaire. Hein. Je ne m'en sentais pas capable avant. Et Nicolas Roland, Groupe VP HR Performance de Engie. Et puis, nous aurons, après ces témoignages et en même temps, avec Evgeny Lukin, une réponse, finalement. Evgeny, vous êtes Executive Development Director à Rennes School of Business et vous êtes, avec l'Advisory Board, qui est composé notamment de quelques-unes des grandes entreprises, vous êtes un des concepteurs d'un programme qui est destiné à booster, finalement, à préparer quelqu'un à être Head of Learning and Development au plus haut niveau. Et donc ça sera la première séquence. Deuxième séquence, nous aurons avec vous Agnès Alazar-Roule, qui est le cofondeur de Maria School. Où êtes-vous, Agnès? Ah, elle est là. Et elle sera avec Laure Demain, qui est chez Publicis, Head of Talent Development. Je me demande si la prochaine session, il ne faut pas la faire en anglais. On se posait la question parce qu'il y a quelqu'un qui est polonais et qui aurait pu venir aussi. Bon. Voilà, j'ai constaté quand même, quand LTD, tout le monde comprend l'anglais, ce qui ne veut pas dire qu'on est fluent pour s'exprimer, ce qui est un autre sujet. En tout cas, voilà, dans cette deuxième session, nous parlerons du trendbook de Maria School. Je pense que le nom de Maria School est probablement connu de cette communauté. Et vous verrez comment là, avoir un temps d'avance sur les tendances du futur de l'éducation et de l'innovation pédagogique, avec bien sûr des racines chez Montessori et quelques autres, pour créer des manières d'éveil, de pédagogie, de learning différents. Donc là aussi, beaucoup d'impatience à savoir le contenu de cette séquence. On démarre avec vous. Alors, je vous regarde, Claire Degnaud, vous êtes la première forcément. Là, voilà. Claire, quand vous regardez l'avenir de la fonction Learning and Development, et bien sûr dans le contexte de Danone et peut-être au-delà, vous voyez quoi? Quel avenir vous voyez? Plutôt l'extinction ou plutôt la magnificence? Alors, à la question que vous posiez tout à l'heure, est-ce qu'on sera encore là demain? Moi, j'ai envie de répondre un grand oui. La question, c'est est-ce qu'on sera là demain comme on est aujourd'hui ou est-ce qu'on sera là demain un peu différent? Et avant de vous exposer quelques réflexions que je me suis faites de manière très humble, je voulais remercier avec beaucoup de gratitude une personne qui est dans la salle, grâce à qui je suis là aujourd'hui, c'est Anne, qui m'a permis de rentrer dans le monde des RH et du coup d'être là aujourd'hui avec vous. Donc un grand merci, Anne. Donc les réflexions que j'aimerais vous livrer, parce que je suis sûre que tout le monde se pose la question et que vous avez tous aussi fait vos réflexions, c'est que l'enjeu de notre métier, c'est comment on accompagne les transformations de l'organisation. Et du coup, comment on passe de responsable de la formation à catalyseur d'organisation apprenante. Et il me semble que cette transition de responsable de la formation à catalyseur de transformation, c'est comme ça que je ferai l'espèce de tagline de ce qui nous attend. Et du coup, la question d'après, c'est qu'est-ce que ça veut dire catalyseur et du coup, comment nous préparer à ça? Et clairement, on passe on fait du learning à on
accompagne l'organisation, on accompagne le business, on comprend les besoins et on accompagne les gens à prendre en main leur propre apprentissage et leur propre carrière. Vous utilisez apprentissage, on est gêné quand même. Hein. C'est quoi la traduction de learning? C'est quoi la traduction de learning? C'est pas terrible. Ouais, on manque de quelque chose. On en a déjà parlé quelques-uns dans la salle. Là. On manque de quelque chose. Ce matin, on a eu beaucoup de sessions qui allaient dans ce sens-là, dans la session 2. Hein, vraiment, donner à nos réseaux LED les moyens d'avoir des outils qui permettent d'aider les métiers à construire les programmes, mettre tout ça dans les outils SI dont on a besoin. Donc, je crois que vous êtes en plein dans le sujet clé qu'on traite aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres perspectives pour learning et développement? Et est-ce que vous voyez LED intégré dans finalement l'ensemble RH? Ou est-ce que vous le voyez plutôt à part, vous voyez, université, l'entreprise, un petit peu à part? Ou est-ce qu'il est pleinement intégré dans l'ensemble avec les carrières, le skill-based organization et toutes ces choses-là? Alors, je ne sais pas s'il y a un modèle d'organisation, un seul modèle. Je pense que les modèles, c'est vraiment en fonction des cultures d'entreprise, c'est vraiment en fonction de comment sont structurées les choses. Donc, je ne m'avancerai pas sur il y a un endroit en particulier. Ce qui est sûr, c'est que la transformation, c'est quelque chose d'holistique. Donc la transformation, c'est avec les métiers, le business, c'est avec l'organisation, les ressources humaines. Enfin, c'est un peu partout. Donc voilà, je pense que c'est nos organisations d'entreprise. Je vais faire une réponse de Normand, mais pour moi, il n'y a pas d'endroit en particulier. On va vraiment passer dans du co, et le co, il peut être à différents endroits. Ça en fait quand même un métier à part, parce que quand vous dites être proche du business, ça veut dire qu'il faut être proche du business en général, et donc du marketing, et des ventes, et de la production, et des achats. Ça fait beaucoup, ça. Ça veut dire qu'il faut pouvoir travailler avec plein de métiers, en même temps avec une reconnaissance qui est ce qu'elle est, et qui n'est pas non plus le pinacle que peut avoir un directeur général, ou voire plus, si assimilé. Donc, quelle est la limite de ça? Est-ce que vraiment il faut être capable d'être l'interlocuteur de tous les grands métiers, tous les business, tous les pays? Alors peut-être que je rêve, mais la réponse que j'ai envie de donner, c'est oui. Oui, bah oui, c'est ça. Oui. Maintenant, le comment est à inventer. Et je ne sais pas si c'est une question qui est spécifique au learning. Parce qu'aujourd'hui, pour être consumer-centric dans une organisation, il faut faire du co, il faut que tous les métiers travaillent ensemble. Donc je pense qu'on est plus dans comment on casse les codes organisationnels classiques qu'on a pour faire du collaboratif en entreprise. Donc, et le learning qui va avoir ce rôle central. Le learning, comme tout le monde, en fait, vit la même transformation que l'organisation vit. C'est clair, très au centre. Antoine de Saint-Afrique est votre nouveau CEO. Qu'est-ce qu'il attend de vous et qu'est-ce que les équipes RH attendent de vous? Alors, l'ambition que Antoine de Saint-Afrique a posée et l'annonce du programme DanSkills qu'il a faite en début d'année, c'est vraiment Danone, ancré dans son double projet social et économique, accompagne l'ensemble de ses salariés pour qu'on s'assure que tout le monde ait aujourd'hui et demain ça de manière continue, les compétences dont on a besoin pour rester, avoir une employabilité et par effet de conséquence que l'entreprise reste, ait les compétences nécessaires à continuer à performer et à être unique. Donc ça, c'est l'ambition posée par Antoine de Saint-Afrique, qui résonne beaucoup avec les valeurs de Danone. Donc ce qu'il attend de nous, en tout cas les composantes, sont à la fois comment, en tant qu'organisation, on équipe les collaborateurs, on donne les moyens, et à la fois comment on transforme l'organisation vers une culture apprenante pour que chacun de l'ensemble de nos salariés. Et là, pareil, il y a un mot anglais que je n'ai pas réussi à traduire correctement en français, qui est « empower ». Comment chacun prend son propre pouvoir pour développer son propre chemin. Donc il me semble que ce qui est devant nous, c'est comment à la fois on équipe l'organisation et comment on accompagne les collaborateurs pour comprendre comment prendre en main leur propre destin.
Merci beaucoup. Nicolas Rolland, comment vous réagissez sur le même sujet? Mon cher Dominique, bonjour. Merci d'avoir posé la question. C'est trop sympa. mais- Écoutez, moi, ça fait quelques années que j'ai tendance à dire que dans une entreprise en pleine transformation et un monde en pleine mutation, être learning, c'est une des plus belles choses qui puissent exister. Donc, à force de le répéter, j'essaye de le croire. Enfin, ou tout du moins, je m'en perçois un Ça peu. fait du bien entendre. Ça fait toujours, voilà, mais de toute façon, il n'y a rien que ça. Hein. C'est toujours se faire plaisir, c'est ça qui est essentiel. J'allais dire, je construis ça sur plusieurs expériences et plusieurs moments de vie d'entreprise. Et quelles que soient les entreprises ou quels que soient les environnements, on trouve toujours finalement ces logiques depuis ces 20 ou 30 dernières années, cette accélération de la transformation qui va de plus en plus vite. Qui va de plus en plus... Non, j'en ai trouvé un autre. Ah, vous avez un autre, mais Ah bah ouais. celui qui était comme ça. C'est un micro qui a explosé en vol. Voilà, vous voyez, on n'attend jamais effectivement la fin. Non, donc c'est cette logique d'accélération de la transformation, ce fait qu'il y a sans cesse des ruptures technologiques ou des ruptures de marché ou des ruptures d'autres, fait que finalement le besoin d'adaptation et en particulier le besoin d'avoir des collaborateurs, des salariés ou des partenaires avec lesquels on travaille qui sont en capacité de pouvoir réaliser les transformations ou de capacité à pouvoir réaliser les différentes stratégies est essentiel. Donc je m'inscris plutôt dans la logique de se dire, encore une fois, avec le regard humble que je peux avoir sur ce sujet-là, qui est ce rôle ou cette position, peu importe, est quelque chose qui va continuer d'exister. Après, il y a différentes natures d'entreprises, différentes natures d'environnement, et il peut être une logique très technique ou très technologique, et voire le rôle de L&D peut être quelque chose qui, à l'inverse, peut être très stratégique, très visionnaire, très dans l'accompagnement de la transformation et des stratégies. Et ça, je pense que c'est différentes réalités d'entreprise ou différents moments de vie des entreprises avec plus ou moins de maturité dans des marchés qui sont peut-être plus ou moins matures, qui fait que chacun trouvera finalement un rôle important à y donner, mais ce rôle existe. Et donc il est à construire, il est à créer, il est à positionner finalement à travers des programmes réussis, des proximités avec les métiers et beaucoup d'actions, j'imagine. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une inflexion? Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent sur le marché. Moi, je suis patron opérationnel de la fonction XY dans une grande boîte, et je me dis au fond, allez, on va mettre en place, je vais acheter plein de programmes, je vais mettre en place un système ou un sous-système du système existant. Je n'ai pas trop besoin de responsable formation. Non. Je ne sais pas, moi je vais me débrouiller avec des prestataires extérieurs. Comment je vais réagir là quand je suis L&D là? Oui, mais ça j'allais dire, je peux le dire avec n'importe quelle fonction support qui existe. Hein. Je peux dire, je vais avoir mon directeur achat, moi, là, finalement, je vais me débrouiller, je n'ai pas besoin d'avoir des acheteurs. Hein. Je n'ai pas besoin de financier. De toute façon, aujourd'hui, je sais me servir d'Excel et il y a 3 chiffres qui s'additionnent ou qui se soustraient, donc ça, je sais faire. Enfin, on peut le faire partout, en fait, à un moment donné. Et je pense que la question se pose, c'est aussi de se dire, il y a un certain niveau de taille d'une entreprise qui vise à dire, à un moment donné, on a des intérêts, d'abord, à avoir une stratégie commune pour l'ensemble de l'entreprise. On a deux, une logique de se dire, et ça répond un peu à la question RH, de se dire on a des parcours de carrière, on a des enjeux de faire évoluer et de s'assurer que l'employabilité des collaborateurs, elle est, je ne vais pas dire à son maximum, mais au moins elle est positionnée comme étant un élément clé finalement de la dimension sociale de l'entreprise, et de s'assurer que justement on crée les bonnes conditions pour réaliser l'ensemble de ces différentes actions, c'est assez fondamental. Et je ne vois pas comment on peut avoir autre chose que d'avoir une approche qui est coordonnée centralement. Après, effectivement, rien n'empêche de se dire j'ai des équipes ou même j'ai des gens dans les différentes filières, dans les différentes fonctions, dans les différentes géographies, dans les différents métiers, tout ce qu'on veut, qui peuvent être là et qui peuvent agir comme des responsables formation locaux. Mais il y aura toujours besoin d'avoir une coordination. Et après, personnellement, hein, j'ai toujours pensé que faire du vendor management, hein, se dire je suis un responsable de formation qui a pour but d'aller trouver 5 ou 6 fournisseurs qui vont faire le job à ma place, c'est pas ce qu'une entreprise a intérêt d'avoir.
Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit en capacité, nous, de défendre aussi quelle est la valeur ajoutée de notre métier. Et la valeur ajoutée de notre métier, que ce soit Danone, que ce soit Engie, que ce soit AXA, peu importe, à un moment donné, il faut qu'on ait du inside. C'est de se dire que nous, on apporte quelque chose qui fait la différence, qui est la réalité de notre entreprise, la conception que l'on a, nous, de nos compétences, la conception que l'on a, nous, de notre valeur ajoutée sur le marché, de notre compétitivité, tout ce que l'on veut. Et donc ça, c'est important. Et ça, un externe n'est pas capable de l'avoir. Merci beaucoup. Evgeny, un matin, vous vous réveillez et vous vous dites, tiens, si on faisait un programme de préparation des Head of Learning and Development, est-ce que c'est vraiment ça l'histoire? Comment ça s'est passé? Comment est venu ce projet et avec qui et voilà. Ah bah, si seulement ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé assez différemment. Et d'ailleurs, ça, c'est une bonne question. Parce que la genèse d'un programme qu'il soit celui dont on va parler, ou d'un programme que vous pouvez déployer dans vos organisations, je pense qu'il ne vient pas juste comme ça par hasard, il vient d'un constat. Il vient d'un constat, et c'est à partir de ce constat qu'on regarde quelles sont les possibles solutions. Alors moi, j'ai un parcours, avant de rejoindre Rennes School of Business en juin, qui est très RH, très learning surtout. J'ai fait CIFOP, ensuite j'ai évolué chez Mazars avec Laurent Chouin, où j'étais formé à la fonction L&D en fait. Avant d'ensuite rejoindre JLL pour JLL en conseil en immobilier pour construire l'université entreprise. Et en fait, une partie donc, du constat pour ce programme, c'était de se dire que moi, j'ai eu la chance d'être formé auprès d'un des leaders peut-être le plus visionnaire en termes de learning development de l'université entreprise, qui est Laurent Chouin. C'est une des seules universités entreprises qui a un positionnement stratégique au niveau de Mazars, qui est rattaché au CEO et qui a une influence sur l'organisation au son plus haut niveau. Donc j'ai pu vraiment apprendre auprès de lui avant d'évoluer, ensuite évoluer de mes propres ailes. Et ensuite, j'ai rencontré un certain Adelson Borges, une autre figure très, très influente dans le monde de learning et développement, et l'actuel directeur général de l'école Rennes, mais anciennement directeur de l'université de Carrefour. Et en fait, Adelson, elle anime ce qu'on appelle le club des universités entreprises, dont fait partie Claire, dont fait partie Nicolas, et un certain nombre d'autres entreprises que vous connaissez et que vous avez déjà rencontrées ici, les intervenants. Les problématiques qui étaient posées, c'était de se dire, compte tenu de toutes les transformations qui ont lieu aujourd'hui sur le marché de travail, et sur le marché tout simplement, dans l'économie, et auxquelles font face les organisations, c'est de se dire quel type de personne va pouvoir façonner et diriger la fonction qui est la fonction clé dans une entreprise. Pourquoi je dis que c'est une fonction clé? Si on partait de la définition de la fonction de learning et développement, un des pères fondateurs de l'apprentissage organisationnel, c'est Harry de Geus. Harry de Geus ou Harry de Geus, je ne sais pas comment il prononce exactement. Il a écrit un livre qui s'appelle The Living Company. Un livre formidable, basé sur son propre constat, où il travaille avec Shell, avec un nombre d'entreprises, et où il explique qu'une entreprise, c'est un organisme vivant. En fait, dans les langues scandinaves, par exemple, une entreprise, ça s'appelle næringsliv, donc une vie autour. Et où il explique, en fait, dans sa conception de ce que c'est apprentissage organisationnel, que l'apprentissage dans une organisation, c'est de faire fonctionner l'ensemble des composantes de l'écosystème qui compose une entreprise. Donc ça va au-delà, vraiment au-delà des outils, des programmes, des innovations qui peuvent être technologiques. C'est vraiment au niveau de la mentalité, c'est au niveau de la posture, c'est au niveau de l'organisation. Comment est-ce qu'on fait vivre une organisation? Et c'est là la question qui m'a toujours passionné. Et on s'est dit, moi, Evgeny Lukin, qui peut-être un jour aimerait diriger une université entreprise dans une grande organisation. C'est une annonce? Ah non, pas du tout. Je n'y suis pas là. Aujourd'hui, mon job, c'est justement de répondre à la question que vous m'avez posée, à laquelle j'ai eu une très très longue réponse. Je reviens. C'est de dire comment est-ce que moi, Evgeny Lukin, qui a eu une expérience X années dans le learning development, comment est-ce que je peux aujourd'hui contribuer aux entreprises comme Danone,
comme Engie, comme Safran, comme Renault, comme d'autres entreprises, de former l'avenir de leur direction de learning. Comment est-ce que je peux les aider à façonner leur fonction de learning qui va répondre aux enjeux que vous avez posés. Et c'est là où vous créez un groupe qui s'appelle l'Advisory Board aujourd'hui, c'est ça? Un consortium, exactement, des leaders visionnaires dans le learning et développement en France, mais aussi à l'étranger, hein, puisque le programme est international. Rennes School of Business, c'est l'école la plus internationale de France. Je le dis comme ça au passage. Il y a 50% d'étudiants étrangers et 90% de profs internationaux. Bon, la pub est terminée. Mais le programme, il est international. Il est en anglais, il est pensé avec des entreprises comme, étrangères, hein, comme Novartis, comme Siemens, et dirigé par l'ancien CLO de Danone, justement, Thierry Bonetto, que vous connaissez peut-être. Donc mon job là, c'est tout simplement animer cette communauté d'entreprises et de leaders L&D pour les aider à mettre en musique un programme qui va répondre à leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain et créer un vivier de talents qui vont pouvoir relever ces challenges. Comme on est dans la fonction, là, entre professionnels, vous auriez la gentillesse de nous montrer le programme? Vous voulez voir le programme? Oui, je ne veux pas faire trop que ce soit trop commercial. Il faut faire comme les chanteurs. Les chanteurs, ils disent toujours, vous êtes bien? Alors, oui, vous êtes vraiment bien? Ouais! Donc là, il faut crier plus fort, sinon il ne va pas vous le montrer. Hein. Je n'ai pas de problème en fait de vraiment parler avec de la passion et parler de ce programme parce que c'est pas qu'un programme, c'est pas un programme de Rennes School of Business si vous voulez. Ça, c'est un programme de ce consortium on appelle le Next CLO. C'est au-delà de la fonction, c'est la vision la construction d'une fonction de demain en fait. Et c'est quelque chose qui n'existe pas et qu'on veut amener, qu'on veut créer en Europe et même au-delà de l'Europe. Montrez-nous le chemin, là, le chaînage. Le chemin. Voilà, c'est ça. Alors, c'est un programme qui est, en fait, si vous voulez, il est hybride. Parce qu'aujourd'hui, vous avez soit les executive MBA qui sont très chronophages, prennent beaucoup de temps, difficilement compatibles avec un métier à temps plein, mais en même temps, il est certifiant, il permet de remplir des blocs RNCP, il permet d'avoir des crédits ECTS qui vont peut-être, après, servir dans votre learning journey et faire un jour une executive MBA, mais vous aurez déjà rempli 20% de celle-ci. Ce programme aussi, il est pensé de façon blended pour répondre à la charge de travail que notre fonction elle connaît et qui est d'ailleurs mal servie parce que même moi, étant sorti d'une fonction RH, je ne connais pas d'un certificat, d'un programme certifiant pour une fonction L&D et qui s'appuie sur 2 sessions en présentiel qu'on appelle les bootcamps qui sont construits avec les consortiums, qui sont construits avec des intervenants académiques qui viennent d'ailleurs pas que de Rennes School of Business, mais aussi par exemple des États-Unis, de University of South California, sur le design organisationnel. On parlait de quelles sont les compétences essentielles et notamment comment est-ce qu'on crée une entreprise agile et comment une fonction L&D peut contribuer à ça. On traite avec un grand penseur en termes d'agilité organisationnelle, Chris Worley. Il y a des classes virtuelles où là, on va pouvoir approfondir quelques sujets plus précis, comme par exemple comment créer un impact de formation qu'on va construire avec Siemens et IFMD, qui accrédite les grandes universités et grandes écoles. Comment mesurer l'impact L&D, ROI, pardon. Quelles sont les approches à la certification qui sont possibles, comment est-ce qu'on crée des certifications trans-entreprises, inter-entreprises, comment on market la fonction L&D. Donc en fait, le programme dans son ensemble, il est conçu pour à la fois parler à des gens qui viennent du business et qui prennent la direction L&D. Il y en a de plus en plus d'entreprises comme ça, mais aussi pour permettre à des gens qui viennent de la formation de L&D de connaître comment est-ce qu'on crée une gouvernance de l'organisation, comment est-ce qu'on met en place une stratégie, comment est-ce qu'on déploie des projets à l'international, des projets complexes, et comment est-ce qu'on le dirige. Et ça va être forcément la question qui va se poser avec l'IA, par exemple. Et aujourd'hui, vous en êtes où? C'est-à-dire ce programme a été déjà mis en œuvre plusieurs fois? C'est la toute première. C'est vraiment, c'est le tout début. Ça va être la première cohorte qui va être à l'international. Donc on va avoir des participants européens, mais aussi américains là-dedans. Et qu'on va lancer pour la première fois. Et là, on est encore dans la construction.
Donc là, je vous en parle, mais ensuite, j'aimerais vraiment avoir effectivement le feedback pour l'améliorer. Donc vous, Claire Degnaud, vous attendez quoi de ce programme? Vous allez envoyer qui dans ce programme? Vous le faites vous-même? Vous envoyez quelqu'un? C'est un piège. Ok. On va bien entendu regarder et on va participer aussi en tant qu'entreprise pour partager l'expérience qu'on a et les challenges qu'on a avec le programme, avec Evgeny et Adilson. Et vous le voyez plutôt pour un responsable formation d'un pays, d'un métier, quelqu'un de votre équipe? À quel niveau vous situez ce programme? J'ai l'impression qu'il est quand même assez haut niveau, non? Ma compréhension, c'est que c'est les personnes qui auront une vision stratégique sur le learning and development. Donc, soit le chief of, soit quelqu'un qui aura besoin d'avoir une réflexion stratégique sur le sujet. Et vous, Nicolas, Roland? Alors, je vais répondre à votre question, mais d'abord, je suis obligé de placer un petit truc. C'est que je pense que j'ai fait une petite analyse il y a quelques années de ça, là, il y a 2-3 ans, pour essayer de regarder dans les boîtes du SBF 120, là, combien de DRH venaient de la filière learning. C'est-à-dire de se dire combien on a de gens qui sont DRH d'une entité aujourd'hui, enfin d'une boîte, même les DRH du CAC 40, là, n'allons pas plus loin que notre bonne vieille France. Et vous pouvez regarder qui c'est qui passait à un moment donné ou pas dans sa carrière dans la fonction learning. Au mieux du mieux, ça se compte sur les doigts d'une main. Et en règle générale, c'est plus proche d'un demi-doigt que d'autres choses. C'est-à-dire qu'on a quand même très très peu de gens qui aujourd'hui sont dans la filière RH et qui sont dans la filière learning, je veux dire, et qui se retrouvent DRH d'un grand groupe. Ça ne veut pas dire que la fonction learning, elle n'est pas intégrée à la filière RH, mais ça veut dire quand même qu'il y a une spécificité dans cette filière qui est quand même bien à part. Et en même temps, j'ai pas l'impression, enfin beaucoup d'entre vous sont responsables de formation ou travaillent dans la formation, j'ai pas l'impression qu'en fait on fait rien. J'ai pas l'impression que c'est pas des métiers techniques. J'ai pas l'impression qu'on n'ait pas besoin de se professionnaliser dans la filière. Et surtout, j'ai pas l'impression que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la même chose que ce qu'on faisait il y a 10 ans. Et probablement pas, j'y étais pas, mais ce qu'on faisait il y a 20 ans. C'est-à-dire quand même que j'ai l'impression que encore une fois, les enjeux qu'on attend de nous, les enjeux en termes de compétences dont tu parlais, les enjeux en termes d'anticipation des besoins qui sont de plus en plus présents, toutes ces logiques autour de skills-based, etc. Et sur, bien entendu, tous les enjeux autour de la technologie qui nous a émergé, enfin qui nous a submergé plus qu'émergé d'ailleurs, submergé depuis 5-6 ans. Je crois vraiment qu'on a besoin d'avoir, et que ce soit ici ou ailleurs, sans avoir une étiquette ou d'homme sandwich quel qu'il soit, je pense qu'on a besoin d'avoir des programmes de professionnalisation de notre filière et de s'assumer en tant que tel. Donc c'est pour ça que moi j'ai trouvé super judicieux, d'avoir un programme de formation dédié à ça. Après, effectivement, comme tu le dis, c'est quelque chose qui est plutôt de haut niveau. Je pense que ce qui va être dissimulé là, comme élément de formation, comme compétence, peut très bien s'associer à des gens d'une grande entité. Tu prends un Danone France, tu prends un AXA France, tu prends tous ces trucs-là, tous ces grands qui sont un peu gros. C'est pas la peine d'être L&D du groupe. Je pense que des gens qui doivent à un moment donné être confrontés à un patron business, qui gère une activité probablement multifonction et qui a des vrais enjeux de PNL avec des vrais enjeux de compétences, etc., on peut très bien se dire que ce programme-là va l'aider à accompagner son développement personnel. Evgeny, votre réaction là? En fait, oui, je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est... Je pense, et c'est ça qu'on essaie de transmettre avec le nom de ce programme, c'est que cette fonction est fondamentale. C'est pour ça qu'on parle de Chief Learning Officer. On aurait pu parler de Chief Learning Function. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de se dire que, comme tu le disais, Nicolas, il y a un enjeu de professionnalisation de ce sujet. J'ai discuté tout à l'heure avec quelqu'un qui me disait « J'ai fait un programme CIPD au UK et j'ai fait du learning parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais j'ai besoin de certifier cette compétence et cette posture. »
Ça, c'est le premier enjeu du nom qui peut être misleading par ailleurs. L'autre enjeu, c'est de donner aussi les perspectives à des gens qui font de la fonction L&D dans les organisations, de se projeter, de se dire, cette fonction, il va me permettre de grandir. Est-ce qu'il sera ou pas Chief Learning Officer? C'est pas ça le sujet. Le sujet est de se dire que je fais un métier qui est fondamental, qui est reconnu, et je sais comment je peux évoluer dans ce métier-là. Et que dans ce programme, Chief Learning Officer, c'est aussi que, parce que il est co-construit avec les Chief Learning Officers. C'est ça, je pense, l'avantage de ce programme, c'est que ce n'est pas un programme académique. Ce n'est pas un programme d'une école, tout simplement. L'école est facilitatrice, en l'occurrence. C'est le programme où les dirigeants de formation dans les grands groupes vont contribuer, soit en tant que menteurs, soit en tant que constructeur, soit en tant qu'entreprise qu'on va pouvoir visiter, avec qui on va voir les gouvernances, avec qui on va voir la façon de construire une skill-based organization, la façon de déployer l'intelligence artificielle. Et les personnes qui vont participer, certes, ils ont de l'expérience. Ils peuvent venir d'autres fonctions, mais ils doivent avoir de l'expérience pour que the quality of an MBA is in the classroom, pour qu'il y ait un échange et co-apprentissage. Le temps de formation descendante est terminé, ça on le sait tous. Maintenant, comment est-ce qu'on crée une expérience pour que dans ce programme-là, on puisse apprendre entre les participants, auprès des membres du conseil, mais aussi auprès des startups. Alors on a fait un partenariat avec EdTech France, qui vont nous nourrir avec des innovations basées sur les entreprises qui vont exprimer leurs envies, de quoi est-ce qu'on a besoin. Avec LinkedIn, qui vont nous ouvrir des portes sur des données dont ils possèdent sur l'évolution des compétences dans les secteurs d'où proviennent des entreprises. Ils sont en train de construire un centre de données à Londres où on va pouvoir accéder. Donc il y a tout ça en fait qui est derrière le titre très ambitieux. Et on va essayer d'y répondre à cette ambition. Formidable. Écoutez, moi, en vous écoutant et puis en écoutant la proposition que tu as faite tout à l'heure, il me paraît évident que quelqu'un qui est responsable formation d'un pays ou d'un business et qui est destiné à aller dans une équipe groupe un jour ou pas, serait une bonne cible. Quelqu'un qui est dans une équipe groupe, mais qui un jour peut être soit le CLO, soit aller en pays pour prendre une responsabilité. Là, on a des cibles qui peuvent être multiples, avec peut-être un niveau minimum à avoir. Est-ce que je peux juste poser peut-être la question à la salle? Voilà, c'est ce que j'allais vous proposer. Non, mais allez-y. Très bien. Faites-le. Eh bien, puisque c'est la première cohorte, c'est vraiment le pilote, moi j'aimerais vraiment savoir pour vous, c'est le leader L&D de demain, de quelles compétences, de quoi est-ce qu'il a besoin, de quelles compétences, à quoi est-ce qu'on le forme? Est-ce que c'est une question peut-être un retour d'expérience ou des idées ou peut-être une critique ou même peut-être une autre vision du métier? Une phrase courte maximum. Sinon, on sort à 19h. Monsieur, allez-y, même sans micro. Si on peut faire passer un micro-temps. Merci. Je voudrais juste avant de vous répondre, c'est quelle est la différence en termes d'essais qu'on a aujourd'hui en France, comme les masters en ingénierie pédagogique, qui sont plutôt versés pour former des professionnels? Là, l'idée, c'est de ne pas former au design pédagogique ou à une compétence L&D particulière. L'idée, c'est de former les futurs dirigeants, donc qui ont la vision stratégique, qui comprennent le learning, mais qui sont surtout capables de parler avec le business et de positionner le sujet de learning et développement comme un sujet stratégique pour l'entreprise. C'est ça. C'est d'être partenaire du business. C'est ça la proposition. Je dirais un point que je vois qui est vraiment important. On fait passer le micro vers la personne qui lève la main. Merci. C'est time to market, la fonction L&D. Time to competency, time to market. Continuons, faisons passer le micro, allons-y, comme ça, on lance quelques... Modèle organisationnel. Mode d'organisation. Allez-y, madame. Moi, j'aurais dit en une phrase la capacité à fédérer.
vais pas développer, sinon on va prendre des heures. Continuons. Si vous n'avez pas de micro, on relaye avec un de nos micros. Quelqu'un d'autre? Je dirais la capacité à accompagner la transformation des organisations et de comprendre le business et les aider à se projeter vers l'avenir. Capacité de comprendre et écouter les besoins du staff ou des collaborateurs. D'accord. Anticiper, faire de la veille et savoir faire le tri entre ce qui est du buzz et ce qui est vraiment utile. Alors ça, c'est le rôle du congrès LED, ça. L'écoute. Encore une ou deux réponses. La capacité à partager une vision et pas juste un catalogue de formation. Je pense que ce qui est important, c'est d'arriver à embarquer les managers. Si on ne les a pas, eux, on n'arrivera à rien. On a beau être le meilleur stratège, le chief officer, whatever. Voilà. S'il faut vraiment embarquer les managers, c'est eux qui ont l'écoute de leurs collaborateurs. Allez-y, madame. Tenez, regardez, il y a un micro qui traîne là. Laurence, compagnie inconnue, parce que ce que je vais dire déplaira sûrement à ma compagnie aussi. Mais moi, je voudrais qu'on dépollue le Chief Learning Officer d'une espèce de complexe d'infériorité qui dirait que sa justification n'est là que quand il sert bien le business. Et c'est quelque chose... Alors moi, j'ai passé 20 ans côté business avant d'aller à la RH, et j'ai jamais vu ça. La RH dans son ensemble, avec le L&D guy en priorité, s'auto-diminue en permanence en disant que son seul espoir, c'est de bien servir le business. Et le pire, c'est qu'ils incluent la fonction achat dans le business. La fonction achat, c'est pas le business. On n'a pas besoin de servir la fonction achat. Donc je voudrais qu'ils aient un minimum d'égo bien posé pour dire que l'enjeu, aujourd'hui, c'est pas de servir le business, c'est de développer les bonnes compétences qui vont permettre de bien servir les clients. Et finalement, d'enlever cette espèce je ne sais pas d'où ça sort, ça, mais je le constate partout dans les univers learning, cette obsession de vouloir être adoubé par le business. Et je pense qu'il faudrait qu'ils aient un petit peu plus de drive pour aller attaquer le business positivement et créer la valeur dans l'entreprise. Par rapport à ce que vous dites, toute tout référence seul, avec une compagnie existante ayant fortuite. Ouais, tout seul ou avec d'autres secteurs Non, c'est de là RH? qu'il doit être formé pour être capable d'avoir des stratégies d'alliance, de l'influence, etc. Non, mais, voilà. Tout à l'heure, on a quand même évoqué le fait que les approches compétences, c'était pas inutile de les avoir pas loin quand même. Hein. Ça peut aider. Après, il ne faut pas forcément attaquer le business avec ça en front, parce qu'ils ne comprendront pas forcément tout de suite de quoi on parle. Mais je pense que l'obsession, ça doit être la valeur qu'on apporte au client. Et qu'à partir de ça, on peut tirer tout le reste. Merci. Une autre question quand même derrière tout ce qui est présenté. Cela vous paraît-il utile? On a évoqué CIPD. Hein, au Royaume-Uni, l'IPD certifie les directeurs learning et développement, comme les DRH, comme des experts comptables en France. Est-ce qu'une certification pourrait être pour vous un plus de dire, tiens, on a un Learning and Development Officer certifié? C'est un plus? Moi, je vois des gens qui disent non de la tête et des gens qui disent oui de la tête. Non, s'il vous plaît, il ne faut pas. Qu'on ait des... Après, on va se faire des Calliope de machin et tout ça. Non, on ne peut pas. Qu'on ait une logique de se dire, effectivement, on s'assure qu'on ait des programmes qui offrent des moyens pour créer des compétences ou développer des compétences, c'est une chose. Qu'après, on se dise, on va se balader à faire des certifications. Non. Enfin, on est trop fort en France pour mettre des... Après, on aura des organismes qui vont certifier, si ceux qui vous certifient sont assez bons pour vous certifier. Et ça, ça on en a, hein, les trucs. Donc, non. C'est bien ce qui est évoqué ici. Ouais, non. Non, ce qui est là et évoqué, c'est de se dire qu'on a en fait des organismes, enfin, on a des règles de certification et on s'assure qu'on crée des programmes qui font ça. On ne va pas se mettre à avoir des certifications en plus de ce qui existe déjà. C'est ça que je veux dire. D'accord. Et est-ce que l'enjeu, ce ne serait pas justement à travers ce programme
de nous-mêmes nous appliquer ce qu'on essaye de porter dans l'organisation, qu'on est skills-based, que ce programme a pour objectif de développer des compétences et que c'est cette montée en compétences qu'on va évoluer. Et pas tant d'un programme certifiant. Comment on s'applique en fait à nous-mêmes, la fonction, ce qu'on porte pour l'organisation? C'est ça ma question. Après, il faut se dire que en France, on est quand même dans un pays où on tient beaucoup à des certifications. Moi, je le remarque depuis que j'ai rejoint l'école de Rennes, où parfois on est sollicité tout simplement parce qu'il y a besoin de certification. Autrement, les managers ne font pas un programme de management. Bref. Donc, si quelqu'un veut utiliser cette opportunité pour avoir une certification et se sentir plus en posture de pouvoir faire face à d'autres fonctions qui sont certifiantes, tant mieux. C'est pas ça l'objectif premier en même temps. L'objectif premier, c'est d'avoir une communauté, en fait, d'avoir un vivier de talents. On va pouvoir se dire demain, une organisation qui cherche leur futur directeur d'une unité, un LND, et même, pourquoi pas, le directeur de l'université ou même responsable formation, qu'il puisse s'adresser à cette communauté-là, sachant qu'on peut y faire confiance. Ce sont les entreprises qui sont engagées derrière ce programme-là, et donc qui, eux, sont les premiers clients. C'est votre advisory board, ça. Vous voulez le montrer, non, peut-être? Non, pas maintenant. Ok, dans la brochure. Pour vous dire, il est toujours en construction, donc si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Voilà. Vos réactions, vos questions, plus globalement, sur cette séquence? Dorothée Littner, je dirige Bioforce, je travaille chez Engie pendant longtemps, mais aujourd'hui je suis sur un type d'école qui n'a plus rien à voir avec ce que vous traitez dans les grands groupes. Si vous aviez créé ce programme il y a 10 ans ou 15, qu'est-ce que vous auriez fait de différent? Parce que quelque part, je voudrais revenir sur le sujet du next. Les universités d'entreprise, ça fait 20 ans qu'il y en a. De demain, si on avait à refaire ce genre de choses, est-ce qu'on créerait de la même façon? Qu'est-ce qu'il y a vraiment de différent dans la fonction pour demain et dans le type d'organisation dans lesquelles ça travaille, les universités, tout ça? Qu'est-ce qu'il y a de vraiment différent aujourd'hui que vous n'auriez pas fait comme ça peut-être il y a 10 ou 15 ans? J'aimerais bien essayer de creuser un peu plus ça. Alors, Evgeny a quand même dit par derrière, vas-y Nicolas, réponds, parce que la question vient de chez Engie. Donc oui, je suis habitué malheureusement aux questions de Dorothée toujours, ou heureusement plutôt que malheureusement d'ailleurs. Bref, je pense que, je vais éviter de mettre le mot technologie, parce que je pense que il y a vraisemblablement les sujets liés à l'évolution de la technologie, mais je pense qu'il y a deux dimensions qui me semblent aujourd'hui vraiment fondamentales et que j'ai pas eu. Alors moi, ça fait pas 20, mais ça doit faire au moins 15 que je traîne dans cet environnement-là. Il y a deux dimensions qui me semblent quand même vraiment fortes, et une que toi tu as plus insisté que moi dessus, qui est les sujets d'anticipation. Je pense qu'on a vraiment de plus en plus, ces dernières années en particulier, tout ce qu'on met derrière ces enjeux Danone Skills, on a NG Skills, il n'y a rien de très innovant, ces sujets de strategic workforce planning, de se dire voilà quelle est la stratégie du groupe dans des temps qui sont, j'ai l'impression, de plus en plus courts, et finalement comment je me prépare à anticiper ce dont je vais avoir besoin demain. Je peux me tromper, encore une fois, c'est juste ma vision, donc je ne vais offenser personne si beaucoup d'entre vous avaient une vision qui était différente. J'ai quand même eu beaucoup l'impression dans mes premières années dans le monde du learning qu'on travaillait quand même sur l'existant d'aujourd'hui, voire un peu d'hier. Et qu'aujourd'hui, on est vraiment sur dépasser cette logique de j'essaye de reproduire quelles sont les compétences ou les expertises qui m'ont permis d'arriver jusque-là, et d'essayer d'imaginer de quoi tu vas avoir besoin demain. Ça, c'est pour moi le vrai sujet numéro 1, qui est comment j'arrive à me projeter. Et pour répondre à ton point, Laurence, c'est le sujet sur lequel je trouve qu'on arrive le mieux à challenger le business, comme tu l'appelles. C'est-à-dire que quand tu vas voir le business et que tu lui dis c'est quoi dont tu as besoin dans 5 ans pour réaliser ton MTP financier, il te dit je vais avoir besoin de tant de millions de CAPEX, je sais que je vais les investir dans tel endroit, je vais avoir besoin de tant d'OPEX pour investir dans tel truc. Et tu leur dis, et du coup ça veut dire quoi en termes de compétences ou en termes de ressources? Et là ça fait... Il n'y a plus personne qui te répond, ils sont incapables de savoir le faire.
Donc c'est là où tu as besoin de toi de challenger en fait les gens et d'arriver en étant beaucoup plus en force de proposition qu'en étant juste un réceptacle de besoins. Tu sais très bien que j'ai toujours eu horreur de ce mot qu'on utilise en France quand on fait des plans de formation qui s'appelle le recueil de besoins. Je vais cueillir des cerises, moi je ne vais jamais cueillir des besoins, quoi. Bon, ceci étant dit, le deuxième point pour moi qui est mentionné ici, il y a des entreprises dans lesquelles c'est historique. Hein, ma voisine de gauche, Wuhan, le vit depuis des années chez Danone. Je pense que le lien entre l'organisation et le besoin d'adaptation ou d'agilité des organisations d'aujourd'hui et comment le learning devient en fait un élément fondamental de cette logique d'organisation et donc bien entendu des compétences dont tu vas avoir besoin et des modes d'opération que tu vas devoir mettre en œuvre, pour moi c'est fondamental aussi. Et ça je ne pense pas qu'il y a 20 ans on aurait mis ce truc-là dans un programme de formation, à part peut-être dans des boîtes qui étaient un peu avancées sur ces sujets-là. Merci beaucoup Nicolas. À chaque fois que je pose la question à un DRH, je mène les entretiens pour préparer le congrès RH, ça en fait 40 tous les 6 mois à peu près. Qui s'occupe de l'organisation dans votre entreprise? C'est intéressant comme réponse. Hein. Il y a un territoire, certaines entreprises sont structurées et d'autres, c'est les managers. Voilà. Or, les organisations ont des conséquences énormes sur le plan humain. Et Danone, dans ses structures historiques, il y avait l'organisation, la communication, formation, ensemble, hein, dans des structures. Il y a une organisation qui s'appelle Organization Development, voilà, ça qui est en charge de l'accompagnement, la transformation avec les doubles niveaux de design organisationnel avec un grand O, donc les organisations, mais les process de décision et les capabilities, l'accompagnement du changement. Et du coup, le questionnement, c'est comment, pour rebondir sur les mots que j'ai pu poser au début, c'est comment le learning and development, en fait, fait, quand on parle d'une transformation holistique, la notion de capabilities en anglais, tout ça, c'est ensemble. Donc, par rapport aux questions qu'on s'est posées, est-ce qu'en fait, même la question même de se dire comment évolue l'organisation Learning and Development, est-ce que demain, ça s'appellera toujours Learning and Development? Ou est-ce que ce n'est pas une organisation transformation dans laquelle il y a le sujet capabilities? Donc, voilà peut-être le sujet et comment cette organisation, elle permet de faire le co dans l'entreprise. On discutait récemment, je discutais avec des pairs, comme vous tous, on est dans le chemin de le Skills-Based Organization, qui me disait, retour d'expérience, il y a 50% des compétences qui sont transverses d'un métier à un autre. Du coup, ça casse complètement le côté on parle à un business. En fait, on travaille sur les compétences de demain et on sert l'ensemble du business. Et ça, c'est pour accompagner des transformations précises d'un métier, mais en fait, quand on fait du project management parce que la fonction, je sais pas, IT Data a besoin de gérer un project management, c'est la même compétence quand on aura besoin en RH. On a besoin de se muscler sur... Donc, voilà. Est-ce que Learning et Development, c'est le nom de la fonction demain? Est-ce que c'est différemment? Mais en tout cas, ma conviction pour revenir sur la question du début, est-ce qu'on sera là demain? Oui, peut-être avec un nom différent, mais on sera là et probablement de manière beaucoup plus stratégique encore qu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Votre conclusion, Roland? C'est la même? C'est la même, c'est parfait. Evgeny, votre conclusion? C'est formidable, on gagne du temps. C'est intéressant, on a parlé de organizational design. Alors nous, on a associé à ce programme Chris Worley. Lui, c'est un des peut-être fondateurs de ce que c'est organizational design. Il dirige le centre de organizational effectiveness à l'Université de Californie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la marge de ce programme, on va construire avec lui, avec l'Université de Californie, un institut d'organizational design qui va nourrir ce programme. Parce qu'effectivement, le lien, il est totalement direct. Et la conclusion, de ma part, ça va être de dire, peut-être répondre à Stéphanie, c'est ça, Laurence, qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait il y a... Dorothée. Désolé, je suis mauvais avec les prénoms. Vous connaissez peut-être tous Peter Drucker Forum. Tous les ans, on se réunit pour célébrer le Peter Drucker. Et bien, cette année, le nom de ce forum, vous savez ce que c'était? Comment ils l'ont appelé cette année? The Next Knowledge Work, où ils sont réunis avec les Top Thinkers 50, avec les dirigeants des grandes entreprises, avec les entrepreneurs, avec les étudiants, pour discuter justement de c'est quoi le Next Knowledge Work.
Parce que le knowledge work tel qu'il était posé par Peter Drucker dans les années 90, ou même peut-être un peu avant, aujourd'hui il est en train d'évoluer. Ce knowledge worker, c'est qui? C'est quelqu'un qui a ses ressources de production, il les possède. Donc on ne peut pas les retenir. Aujourd'hui, les ressources de production d'un knowledge worker, ils sont en train d'évoluer, notamment grâce à la technologie. Demain, diriger une entreprise composée de next knowledge workers, ça va être quelque chose de totalement différent de ce que c'est aujourd'hui. Ça va être des gens qui sont des freelances, des gens qui sont des slashers, des gens qui ont totalement d'autres aspirations de carrière, et de mode de travail et de mode d'apprentissage. Et donc, il y a 10 ans, on ne se posait pas forcément cette question-là. Aujourd'hui, le temps est venu de se dire, c'est quoi le next knowledge work? Et c'est quoi le next chief learning officer qui va pouvoir servir les intérêts et les besoins de next knowledge worker? Et ce sera la conclusion remarquable. Merci beaucoup à tous les trois.